Donc, c'est à 84, je pense que je vais commencer. So I'll start in Bon, je vais commencer en français et ensuite je poursuivrai ma déclaration liminaire en anglais. la grande famille syndicale du SN. Je m'appelle Éric Drouin, je suis le fiduciaire adjoint pour la région du Québec, une région qui compte notamment 4 sections locales représentant des membres du groupe Passeport. Je siège également à quelques comités pour Passeport avec Nathalie Fisbach. Je suis donc au courant des décisions de l'employeur de refuser la reclassification des postes d'agents de passeport de PM1 à PM2. J'étais d'ailleurs aux côtés de Nathalie lorsque l'employeur nous a annoncé sa décision. Je comprends très bien que cette situation peut être frustrante, décevante et même démoralisante. Toutefois, il est important de ne pas perdre d'espoir. J'ai accompagné des membres du bureau du surintendant des faillites, où je travaille dans une situation de classification comparable, qu'ils ont finalement remporté après avoir contesté la décision de l'employeur. Des collègues du SEIC viennent également de remporter un grief de reclassification dans un dossier dont les démarches avaient commencé en 2016. Unfortunately, it is not unusual for the employer to drag out this type of process. Malheureusement, il n'est pas rare de voir l'employeur étirer ce genre de processus le plus longtemps possible. Comme dans les négociations collectives, le temps joue souvent en sa faveur. En raison de l'inflation, le dollar versé demain lui coûte moins cher que celui qu'il devrait verser aujourd'hui. Trop souvent, l'employeur préfère donc réaliser des économies à court terme plutôt que de reconnaître immédiatement la juste valeur du travail accompli par ses employés. C'est regrettable, mais cela démontre surtout pourquoi nous devons demeurer solidaires et déterminés. Il ne faut pas vous laisser abattre par cette décision. Le processus de grief collectif de classification représente maintenant une occasion de contester cette décision, de faire reconnaître la véritable valeur de votre travail et de faire respecter vos droits. Nous ferons tout en notre pouvoir pour vous appuyer, pour vous accompagner, vous soutenir tout au long de cette démarche et cet accompagnement commence dès ce soir. Au cours de cette rencontre, nous vous expliquerons la situation, le processus de grief proposé ainsi que les prochaines étapes. Nous prendrons également le temps de répondre à vos questions. Je suis heureux qu'on ait incité pour cette réunion. Et je remercie Doug, Raymond et Muriel d'avoir organisé cette réunion. J'espère ne pas avoir oublié qui que ce soit. Merci sincèrement donc d'être présent et de participer à cette démarche collective. Je cède maintenant la parole à Doug. Doug, à vous la parole. Merci. C'est vrai, ça peut être très décevant par moment de voir combien de temps ce processus de classification, qui n'est à 15 points d'être reconnu pour une reclassification à PM2. Je suis Douglas Hill, je suis directeur représentant des relations de travail pour le syndicat des employés nationaux. Je suis arrivée au SEN il y a 18 mois environ. Avant ça, j'ai travaillé 20 ans à l'Alliance dans la direction de la représentation des services juridiques. Quand Eric et les fiduciaires adjoints ont attiré cela à notre attention, nous l'avons pris très au sérieux. Nous avons suivi les directives de l'administrateur actuel et nous avons écouté les fiduciaires adjoints et nous avons monté une équipe. Nous avons Marielle Kimbo, qui est agent de grief de classification à l'Alliance, Raymond Brossard, agent des relations de travail SEN avec plus de 20 ans d'expérience. Je me suis présentée moi-même. Nous avons Nathalie Fitzpatrick et Stéphane Hewitt qui va nous donner aussi la perspective des membres qui sont affectés directement par tout cela. Je voudrais vous expliquer la stratégie, les échéances et la procédure. Le SEN s'est trouvé dans cette situation, une situation semblable, l'an dernier à cette époque, avec ce même employeur. Et dans cette situation, nous allons faire la même chose. Lorsqu'il y a plusieurs personnes à travers le pays qui sont affectées, nous déposons des griefs collectifs dans chaque région. Comme il y a 4 régions touchées, nous allons déposer 4 griefs de classification collectifs. La date limite pour le dépôt de ces griefs
35 jours suivant l'annonce de l'employeur. L'annonce a donc été faite le 22 juin de cette année. Il s'est dit essentiellement que le groupe PM et le niveau du groupe PM sera maintenu. Il y a une cote de 285 points. Les PM1 vont de 190 à 300 points. Et comme j'ai dit, nous sommes à une quinzaine de points de la surclassification et c'est très décevant pour nos membres. Alors, nous allons déposer un grief de classification. Et Muriel vous en parlera. Alors, voilà donc les échéances. Nous avons jusqu'à lundi. Une chose que nous avons fait auparavant, lorsque nous avons déposé des griefs collectifs, c'est que normalement, il y a un formulaire 19 qui requiert que toutes les signatures de tous les membres qui font le grief soient annexées. Et auparavant, et cette fois-ci, nous avons communiqué avec l'employeur pour lui dire qu'un courriel venant de tous ses membres, tous les membres affectés, envoyé à la ligne info du SEN indiquant leur intention de participer suffira et ne causera aucun retard de procédure ni ne brimera l'équité. J'ai travaillé avec les gens des relations de travail de l'employeur pour parler de cette question. Ils savent que les griefs s'en viennent et ce faisant, nous voulons corriger, nous voulons avoir le bon correctif. Et sur ce, je vais donner la parole à Muriel Kimbo qui pourrait nous parler un peu du processus de classification. Et Muriel Kimbo, j'ai probablement travaillé avec certains agent de passeport dans le passé qui me connaissait sous mon nom de jeune fille, Muriel Mutataï. Alors, je suis très, très heureuse d'être ici parmi vous. Et comme l'a dit Eric et l'a répété Doug, nous sommes là pour vous aider à comprendre comment naviguer ce processus et surtout pour vous laisser savoir que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons nous battre pour essayer d'obtenir les points qui nous restent pour passer à la prochaine étape. Alors, c'est vrai que le processus est très technique, mais les étapes sont claires. La première, et comme Doug l'a dit, est de déposer notre grief. Nous allons le faire en étapes. Nous allons avoir 4 griefs qui vont être déposés par région. Une fois que mais avant, nous avons besoin de votre collaboration pour pouvoir collecter les emails de ceux qui désirent participer au processus. Cela est requis parce que l'employeur demande à ce que les personnes qui désirent défier la décision de classification le manifeste par une signature. Nous avons, Doug a expliqué, nous avons pris des ententes avec l'employeur pour que cet accord soit collecté à travers les emails à Infoline que Yousra a mis sur le chat. Une fois que le grief de classification, les griefs sont déposés. Nous avons, l'employeur va les recevoir. Il va faire une petite analyse pour savoir si notre grief est recevable ou pas. Ici, on ne parle pas du mérite, mais on parle simplement de voir si nous avons respecté les temps et s'il y a eu aussi un élément déclencheur à notre dépôt de grief. Donc, vous voyez que c'est très, très important que nous déposions notre grief avant la date limite et c'est vraiment important que ceux qui désirent participer au grief puissent manifester leur intention à travers un email. Ensuite, une fois que l'employeur a déterminé que le grief est recevable, il va communiquer avec l'Alliance de la fonction publique du Canada, mon équipe, l'équipe de classification, et nous transmettre les documents qui ont été évalués, ainsi que le raisonnement d'évaluation qui a été pris par l'employeur. L'agent de classification, à l'occurrence moi-même, je vais travailler avec les membres pour que nous puissions défaire l'argument de l'employeur. Et je suis certain qu'ensemble, nous pouvons trouver des arguments solides pour pouvoir démontrer à l'employeur que
la manière dont ils ont évalué votre poste était inappropriée. Cela étant dit, il faut comprendre que le processus de classification est un processus à travers lequel l'employeur revoit sa décision lui-même. Il n'y a pas de partie neutre qui est impliquée, il n'y a pas d'arbitre. Donc, le fardeau de la preuve que nous devons démontrer est beaucoup plus élevé que lorsque l'on se retrouve devant une tierce partie qui n'est pas, on va dire, biaisée. Au cours d'un processus de classification, on va présenter nos arguments devant trois représentants de l'employeur, 2 qui viennent du département et 1 qui vient du Conseil du Trésor. Alors, nous présentons nos arguments et ensuite, l'employeur va émettre une nouvelle décision qui pourrait être de maintenir la classification au niveau PM1, la changer pour la mettre à un niveau inférieur. Bon, on ne peut pas aller plus bas que PM1 et ou la bonifier pour qu'elle devienne à un niveau PM2 que nous recherchons. Évidemment, dans votre cas, comme je viens de le préciser, le risque est moindre parce que vous êtes déjà premièrement bien placé au niveau PM1, vous êtes dans la partie supérieure du niveau PM1, mais aussi on ne peut pas aller plus bas que PM1. Donc pour nous, le risque de procéder avec votre représentation est très minime et les gains potentiels sont évidemment plus alléchants. Généralement, ce que nous demandons, c'est que vous nous fassiez confiance, que l'on travaille ensemble, mais de garder à l'esprit que c'est un processus qui est très difficile parce que c'est l'employeur on demande à l'employeur de revenir sur sa parole pour émettre une décision qui va contrefaire celle qu'elle avait déjà prise. Alors, en termes de processus, c'est un peu ça. Généralement, une fois que nous sommes prêts à procéder à la représentation du grief, l'AFPC va aviser l'employeur pour leur dire « nous sommes prêts ». L'employeur va demander à peu près 80 jours pour pouvoir céduler 21 jours pour pouvoir céduler une audience de classification, mais souvent ils demandent aussi des extensions. Généralement, on peut dire il faut compter à peu près 6 mois à peu près pour avoir une audience. Et une fois que l'audience arrive, on présente nos arguments, on présente nos preuves. L'employeur va prendre jusqu'à 80 jours pour pouvoir émettre une décision. Ils peuvent aussi encore une fois demander des extensions, mais on estime qu'entre le moment où nous avons fait la demande d'avoir une audience et le moment où une nouvelle décision est prise, généralement, c'est raisonnable de penser que ça peut se passer dans les 12 mois. Donc, ça fait un peu le tour du processus. En dernier lieu, ce qu'il faut retenir, c'est que la décision du comité de revue de classification est finale et exécutoire, c'est-à-dire qu'une fois que la décision est émise, les seuls moyens que nous avons de pouvoir contester ce type de décision, c'est si la procédure n'a pas été suivie. On ne peut pas défier le fond de la décision, mais on peut défier l'employeur si on considère, par exemple, que des éléments importants Muriel, que nous avons... Oui? Je m'excuse de te couper, c'est que je viens de voir qu'il y a des personnes qui n'entendent pas l'interprétation. Je veux juste leur indiquer comment faire. You have to click on... Vous devez cliquer sur Interprétation et choisir la langue. Je viens de tester. On entend l'interprétation en anglais en cliquant sur Interprétation et en choisissant la langue anglaise. Alors, je pense que ça marche. Excuse, Muriel. Il n'y a pas de problème. I can go over very quickly what I said. Je peux résumer très rapidement ce que j'ai dit en français. Alors, ce que je disais, c'est que le plus important, comme Doug l'a mentionné, c'est d'envoyer votre approbation de poursuivre le grief par courriel, par le biais d'infolignes. Une fois que nous avons recueilli l'approbation, nous avons un délai très court pour envoyer les griefs à l'employeur. Nous allons faire
4 griefs collectifs, donc un par région. Nous allons poursuivre un grief et mettre les 3 autres en attente. Une fois que l'employeur aura reçu les griefs, il prendra le temps d'évaluer si nous avons respecté les délais, s'il y a un déclencheur qui a déclenché le grief. Une fois que c'est fait, nous allons trouver une façon de nous organiser et établir une stratégie pour discuter du mérite du grief. Ensuite, nous contacterons l'employeur pour organiser des dates d'audience. Une fois, à partir du moment où la date d'audience est établie jusqu'à la décision, on devrait compter environ 12 mois. Normalement, ça pourrait être plus court, mais on sait qu'ils vont demander des prolongations et en général, nous disons oui. Mais il est tout à fait normal de voir le processus prendre environ 12 mois entre le dépôt de nos griefs et lorsque nous avertirons l'employeur que nous sommes prêts à aller de l'avant, l'employeur entendra nos arguments et jusqu'à ce qu'il rende sa décision, tout cela peut prendre jusqu'à 12 mois. Ce que je disais à la fin, c'est qu'il faut noter qu'avec les griefs de classification, le processus est revu par l'employeur. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de tierce partie neutre. Donc, il est très difficile d'avoir un employeur qui dise « ce poste mérite d'être un PME avec 285 et qu'il change d'idée. » Mais c'est notre objectif. Notre but est de convaincre l'employeur de changer d'idée, de changer d'avis. Mais il faut comprendre que c'est un processus très long. Ce n'est pas comme un processus d'arbitrage où il y a une tierce partie neutre qui n'est pas impliquée d'un côté ou de l'autre et qui va entendre les arguments. Et enfin, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la décision prise par le comité est finale et exécutoire. C'est-à-dire qu'une fois que la décision est rendue, la seule chose qu'on peut contester, c'est la procédure. On ne peut pas contester le mérite de la décision ou le fond de la décision. Je pense que c'est tout pour moi. Je redonne la parole à Doug. Doug, on ne vous entend pas. Merci, Muriel. Et merci d'avoir mentionné que lorsqu'on dépose 4 griefs collectifs, qu'il faudra en suspendre 3 à la fois. Et nous allons étudier un grief à la fois. C'est une question de procédure. L'employeur en général accepte cela et ça rend les choses beaucoup plus efficaces. Et c'est de cette façon que nous allons procéder. Alors, merci de ce rappel. Nous avons parlé de stratégie, de délai, de procédure, d'échéance. Un commentaire. J'espère que l'adresse courriel pour Infoligne soit dans le clavardage, dans le chat. Et je pense que les gens des communications vont donner l'adresse. Voilà, merci. Je vois que c'est là. C'est là. Nous demandons à tout le monde d'envoyer un courriel à cette adresse pour signaler votre intention de faire partie du grief collectif. Je comprends de Stéphanie Hewis qu'elle a déjà recueilli une 50aine de noms jusqu'ici. Si elle a déjà votre information, ce n'est pas nécessaire de la renvoyer. Si vous ne l'avez pas encore envoyée, faites-le le plus rapidement possible. Nous espérons avoir toute l'information d'ici 36 à 48 heures. Alors, manifestez votre intérêt le plus vite possible. Maintenant, je donne la parole à Nathalie et Stéphanie qui vont vous donner leur perspective. Merci, Doug. Bonjour à tous. D'abord et avant tout, je veux que vous compreniez
que beaucoup des gens qui sont touchés par ce grief sont des agents de passeport. Donc, ça nous tient à cœur. J'ai établi un échéancier pour que vous soyez conscients du déroulement de l'évaluation de la description de tâches et tout ça. Alors, je vais partager mon écran avec vous rapidement. Si vous avez des questions, après, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. Mais on ne voit que... Apparemment, on ne voit que l'anglais. Ah, pardon, on voit le français, pas en anglais. Je suis censée pouvoir partager les deux langues. Bon, dites-moi si vous voyez les deux écrans. Oui, on voit les deux langues. C'est un peu petit, je suis désolée, mais j'ai fait ça assez vite aujourd'hui. L'employeur s'est engagé à entreprendre une révision de la description de tâches des agents de passeport à la suite de la crise opérationnelle de 2022. En août 2022, les travaux commencent avec moi et Vanny de l'Ouest. Je ne sais pas si Vanny est là ce soir, mais donc Vanny et moi, on a commencé le projet là-dessus. Il faut mentionner ici qu'on a été supporté par Manon Desormeaux, qui était avec nous à ce moment-là, qui a été une lumière devant nous parce qu'on n'aurait pas pu faire ça sans elle. Malheureusement, elle a quitté le SCN, mais on est resté quand même proche pour si j'avais des questions et tout. Elle nous a beaucoup aidés. Donc, je voulais le mentionner. Septembre 2023 à décembre 2023, on a sélectionné les agents de passeport qui étaient pour participer à la révision. Donc, on devait prendre un certain nombre d'agents de passeport partout au Canada qui devaient nous aider à réviser la description de tâches et c'est ce qu'on a fait pendant cette période-là. En janvier 2024, on a sélectionné les coordonnateurs régionaux. Donc, dans chaque région, il y avait une personne clé qui était pour prendre tous les commentaires. Dans le Québec, c'était moi. Il y avait Sean Walker aussi. De mémoire, je ne peux pas aider les autres. Stephanie, if you have later the names, I'm sorry for that. Stéphanie pourra ajouter les noms plus tard. Mai 2024, c'était la date limite pour que les agents de passeport transmettent leurs propositions aux coordonnateurs régionaux. Les coordonnateurs régionaux avaient un mois, donc 30 juin 2024, pour envoyer les commentaires consolidés au syndicat. Et ensuite, c'était le 30 juillet 2024 que le syndicat devait soumettre ces propositions-là finales à l'employeur. C'est ce qu'on a fait. Donc, mi-octobre 2024, Manon et moi avons compilé l'ensemble des commentaires reçus. La soumission officielle s'est faite à la mi-novembre 2024. On a transmis les modifications finales de la description de tâches qui avait été analysée par tous ces agents de passeport au Canada. Donc, j'ai dit, excusez, mi-novembre, OK. Donc, mars 2025, Manon elle avait déjà quitté le SEN. Donc, j'ai commencé, Doug m'accompagnait dans les réunions, mais j'ai demandé une première mise à jour à l'employeur. Ça faisait quand même près de 4 mois où on avait donné les informations. J'ai pas pu avoir de mise à jour à ce moment-là. J'ai eu un retour de l'employeur en juin 2025. Donc, on a reçu la première analyse et les ajustements que l'employeur proposait. Donc, en gros, c'est qu'on avait envoyé la description de tâches et eux disaient
on accepte, on refuse, on veut modifier. Donc, nous, on a relu tout ça. Et j'ai comme fait des contre-propositions par la suite. La date limite est fixée au 20 juin 2025 pour répondre en cas de désaccord avec l'analyse de l'employeur. Je l'ai faite dans la semaine même qu'on l'a reçu, la semaine du 4 juin, je crois. Jusqu'à début juillet 2025, on a échangé des courriels sur certains points où on n'était pas d'accord. Par exemple, je vous donne juste un exemple. D'habitude, dans les descriptions de tâches, l'employeur ne veut pas mettre le nom des logiciels parce qu'il dit que ça peut changer, tout ça. Moi, j'ai insisté pour qu'on voit SMGC, GCMS, parce que ça nous a amené beaucoup de mal de tête. Et je trouvais important qu'il soit là parce que c'est entre autres à cause de GCMS si on fait de nouvelles tâches qui sont normalement dédiées à IRCC. Donc, le 14 juillet 2025, on s'est finalement entendu sur la nouvelle description de tâches et c'est à ce moment-là qu'elle a été soumise au processus de reclassification. Le 1er avril 2026, comme Éric l'a dit tout à l'heure, on était en réunion avec l'employeur et on a eu la décision finale qui était que le PM1 était maintenu. Et les lettres officielles ont été envoyées aux agents de passeport le 22 juin. Donc, voici, ça, c'était le timeline, dans le fond, la chronologie de comment ça s'est passé, tout ça. Si vous avez des questions, Stéphanie and I, je m'excuse pour les traducteurs. Je parle en français, d'habitude, je viens en anglais. Ça se peut qu'on n'ait pas les réponses, mais on va faire notre possible. Voilà. Thanks, Natalie, for that. Merci Nathalie. Merci Nathalie de cette chronologie très détaillée. Stéphanie, est-ce que vous voulez intervenir? Je n'ai pas tellement de choses à ajouter. J'ai été l'une des personnes contact régionales de l'Ontario, ainsi qu'Andrea Buskauskas. Nous avons compilé toutes les soumissions des membres de la région de l'Ontario. Et à propos de mes antécédents, comme vous voyez d'après mon titre, je fais partie de l'exécutif de la section locale 00210 du SEN. Nous avons près de 500 membres. 500% sont des agents de passeport. Donc, je suis parfaitement au courant. Et moi aussi, je suis agente des passeports. Je suis bien au courant de la situation difficile des agents de passeport dans tout le pays, pas seulement dans la région de l'Ontario. Merci. Ce que je voudrais expliquer, c'est qu'au SEN, dans la section de la représentation, nous avons, je crois, 7 agents des relations de travail. On espère même passer à 8. Et les agents des relations de travail ont des portefeuilles. L'agent des relations de travail qui est affecté à ce portefeuille, c'est Philippe Gauthier. Il est absent en congé parental. Il revient le 4 août. Alors, moi-même et Raymond le remplacent. On s'assure que rien n'est oublié en ce moment. Philippe a joué un rôle essentiel lors du dernier grief collectif. Donc, il a déposé les griefs et il en a mis 3 en suspens. Il a obtenu une audience sur le grief collectif avec l'employeur et puis ensuite il a transmis le dossier à l'Alliance. Voilà, ça c'était à titre d'information. Philippe va revenir le 4 août. Je crois que lui aussi, il nous vient de Service Canada. Oui, lui aussi il est des passeports. Il faisait partie de l'exécutif de la section locale de 110. Il est maintenant agent des relations de travail au SEN. Et vous savez que tout cela lui tient vraiment à cœur. Donc, on se réjouit de son retour pour qu'il s'assure que rien ne soit oublié. Je crois que maintenant, on va passer
à la période des questions-réponses. Raymond, il surveille le clavardage. Je ne sais pas si on a des questions dans le clavardage. Alors, c'est le moment où on ouvre les questions et c'est la raison principale pour ce genre d'assemblée générale. Si vous avez des questions sur les limites de temps ou sur les procédures liées au passeport. Il y a beaucoup de questions posées. La plupart ont trouvé réponse de la part de Stéphanie, de Muriel et de Craig. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dépose pas en même temps le grief lié à la classification des postes qui est justement absente pour la plupart des éléments. Donc là encore, les participants demandent pourquoi il n'y a pas de grief sur le contenu des postes. Muriel, est-ce que vous voulez parler du contenu du poste et de la classification? Oui, pardon, lorsque j'ai commencé à parler français, j'avais l'impression que tout le monde avait accès à l'interprétation simultanée. Il y a deux procédures distinctes et dans les relations de travail, malheureusement, elles ne peuvent pas être concomitantes. Tout d'abord, il faut déposer un grief lié à la description de poste, terminer le processus de ce grief et ensuite on peut lancer le processus de grief lié à la classification. Lorsqu'on dépose les deux griefs en même temps, l'employeur automatiquement va vous demander de mettre le grief lié à la classification en suspens si les deux griefs sont déposés en même temps. D'après ce qu'a dit Nathalie, on vient de suivre la procédure d'actualisation de la description de poste. Je sais que la description de poste comporte encore des éléments qui, selon vous, seraient manquants, mais nous venons de terminer le processus d'examen de la description de poste. En général, pour les descriptions de poste générales, la description ne comporte pas toutes les tâches. Malheureusement, c'est ce qu'a statué la Commission par le passé. Nous avons terminé le processus de révision de la description de poste. Maintenant, nous avons l'occasion de contester la façon dont l'employeur a classifié le poste. J'espère que c'est utile. Merci de cette réponse. Ray, vous avez encore une main levée. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le clavardage ou est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Non, c'était une main qui restait. Si je peux compléter ce que disait Muriel. Pour moi, c'est la première fois que je suis toute cette procédure. Lorsque nous avons soumis la description de poste, la première, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses que j'ai apprises. Ce n'était pas des éléments de la description de poste. Parfois, je n'ai pas d'exemple, mais on pense que ça devrait en faire partie. Mais ça y est, mais c'est formulé différemment. Parfois, ça peut être global. Et je comprends très bien votre ressenti si vous pensez qu'il y a des éléments qui sont omis. Mais croyez-moi, tout a été fait au mieux de nos compétences. Oui, merci Nathalie. Et Nathalie, j'aurais peut-être une question pour vous. Parce que même si j'ai travaillé à l'Alliance comme agent d'arbitrage des griefs, là, je n'ai jamais travaillé dans ce domaine qui est plus spécialisé. Mais une fois qu'on a révisé la description de poste, et ça représente beaucoup de travail pour renforcer cette description. Et là, c'est peut-être une question plus personnelle parce que vous avez investi beaucoup d'efforts dans ce processus. Et je voudrais savoir
jusqu'à quel point vous êtes déçu de ces 285 points, ce qui veut dire qu'on reste en dessous du seuil de 325 points. Je vais être tout à fait honnête. 302 points, pardon. La première réunion était au niveau national le 1er avril et je n'ai pas caché mes larmes. J'étais choquée, j'étais déçue. Et je ne pouvais pas croire qu'on avait atteint ce nombre. Avec tout ce qu'on fait maintenant, tout le monde ici va comprendre les TC et les IRCC, le ménage, les demandes des ménages. Donc nous, on fait tout ce qu'on faisait, qui était ce qu'on faisait il y a 10 ans lorsqu'on a fait la dernière reclassification, et pas moins, mais plus. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à 285 points? Pour moi, c'est impossible. Et croyez-moi, lorsqu'ils m'ont donné la réponse et lorsqu'ils m'ont montré les points, la première fois que j'ai dit désolé, les gars, c'est impossible. C'est la première chose que je leur ai dite. Oui, je suis extrêmement déçue. Et bien sûr, j'avais confiance dans ce processus. Tout le monde a fait tout son possible pour nous amener au niveau PM2. Et je ne sais pas du tout si on va réussir. Mais on aura fait tout ce qu'on pouvait à ce stade. Mais le niveau de déception et de frustration est très élevé. Marielle? Vous voyez? Moi, je connais la réponse, mais peut-être qu'il y a d'autres employés qui se posent la question, donc je vais la lire telle que suit, là. Je me demande si signer ces griefs collectifs peut faire en sorte que nous soyons mis à pied vu que l'employeur met à pied qui bon lui semble, que l'employeur se serve de ça en évoquant un prétexte pour une mise à pied. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut... Doug, maybe you can answer, but certainly not. Non, certainement pas. Ou ça... Une fois qu'il y avait d'autres personnes, exactement la question, là, pour pas qu'il y ait peur de justement aller signer. Il faut y aller. Merci. Doug, did you want to add something to that? Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Doug? Nathalie? Les gens ont peur d'être mis à pied. Ils ont peur d'être mis à pied s'il y a d'autres coupes. Merci. Alors, je voudrais compléter votre dernier commentaire, mais je voudrais d'abord voir s'il y aurait d'autres questions dans le clavardage, Raymond. Les gens demandent s'il y a une limite au processus de signature. Est-ce qu'il y a une limite du nombre de participants qui peuvent signer? Non, il n'y en a pas. Ce qui est important, lorsque vous enverrez votre courriel, avisez-nous de votre localisation pour qu'on sache de quelle région vous venez, si vous voulez faire partie de ce grief collectif. Est-ce qu'il y a des questions de la part de l'auditoire, de la part des personnes qui nous écoutent? Doug, je ne sais pas si je peux compléter votre réponse. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite de nombre, mais il y a une limite stricte de temps. Oui, mais je crois qu'il parlait du nombre. Et là, vous parlez des limites temporelles. Alors, donc, il s'agit de la convention collective DPA qui prévoit qu'il y a 25 jours pour déposer 25 jours ouvrables pour déposer un grief, et dans cette livre, on dit 35 jours. Donc, en fait, ça revient au même, et ça se termine le 27. Alors, on peut prolonger les délais par consentement
mutuelle et on peut aussi contester aussi la prolongation des délais. Il y a 5 critères, par exemple, la diligence raisonnable de l'auteur de grief ou des motifs raisonnables pour les retards. Mais effectivement, et les délais sont obligatoires. Si on ne les respecte pas, l'employeur peut soulever une objection. Donc, il faut aviser l'employeur pour lui dire que ça s'en vient. Sur le plan des procédures, l'employeur est réceptif, il sait que cela s'en vient. Sur le plan des procédures, il est réceptif pour savoir que les courriels sont suffisants. L'employeur ne conteste pas la procédure, mais il y a une procédure et c'est la procédure que vous nous avez expliquée. Merci. Nathalie, Raymond, est-ce que vous m'entendez bien? Ah. Je vois une question qui va peut-être de répondre à d'autres. Je comprends la frustration de la part des agents des passeports lorsqu'ils voient les TSO qui travaillent. Mais avec le nouveau système, ils ont moins de responsabilités. En fait, ils n'ont pas de responsabilité. Ils ne peuvent plus faire de renouvellement, ils ne peuvent plus rien faire. Alors, en fait, ce sont des agents de saisie. Les CSO ne devraient plus être des PMA, mais on ne va pas dire à l'employeur de les rétrograder. Ce n'est pas à nous de le faire. Évidemment, c'est frustrant. Ce n'est pas eux qu'on doit rétrograder, c'est nous, au contraire, qu'on doit surclasser. Mais c'est très frustrant parce qu'on voit que en fait, la tâche est vraiment facile, mais c'est nous qui avons toute la responsabilité, alors qu'eux, ils ne l'ont plus. Je ne sais pas si ça répond à la question que j'ai vue. Oui, on peut voir leur description de poste dans PeopleSoft. Et vous pouvez aller voir les descriptions de postes qui y sont. Et ils n'ont pas de responsabilité comme celles qu'ils avaient par le passé. Alors, bien sûr, c'est frustrant, mais on ne peut rien y faire. On peut simplement se battre pour nous. Stéphanie. Alors, certains des bureaux qui ont été regroupés dans la région de l'Ontario et certains des bureaux de passeport dans les régions qui ne sont pas des bureaux qui ont été regroupés. Alors, les agents des passeports dans ces lieux, souvent, n'ont pas utilisé le système du GCMS depuis plusieurs mois parce que les périodes d'attente sont tellement longues. Il y a énormément de files. Tout le monde est sur le pont. Certains de mes membres sont inquiets parce qu'on va avoir 2 nouveaux bureaux qui seront regroupés d'ici février 2027 en Ontario. Alors, beaucoup de membres ont peur d'être forcés de devenir des CSO. Et je dis à mes membres, si vous avez été recruté comme agent des passeports, vous êtes un agent des passeports. Vous n'êtes pas tenu. On ne peut pas vous forcer de changer de syndicat et de devenir un agent des services aux citoyens à Service Canada. Vous devriez faire du travail pour les agents de passeport. Et nos membres sont frustrés parce que ce n'est pas un travail significatif, parce qu'on fait le travail d'un agent des services aux citoyens au comptoir. Moi, ça fait 1 mois que je suis dans le système du GCMS. Alors, je veux dire à nos membres qu'on est bien au courant de la situation. Beaucoup des bureaux qui ont été regroupés
traite les agents des passeports comme des agents des services aux citoyens. Il y a maintenant une nouvelle procédure qu'on appelle l'accueil rapide. Ça n'existait pas lorsqu'on a fait la révision des descriptions de poste où les agents des passeports ne font que scanner les documents, on ne les vérifie pas, on ne fait rien avec ces documents. Alors, vraiment, cela va à l'encontre du but recherché lorsqu'il s'agit de notre rôle et on en parle. Alors, au sein du comité de consultation régionale, patronale, syndicale, et vous devriez soulever la question auprès de vos comités de consultation régionale. Assurez-vous que vos représentants syndicaux sont au courant, en particulier parce que certains ne travaillent pas dans des bureaux, ils font encore du télétravail. Assurez-vous que vos représentants syndicaux saisissent le comité patronal syndical de consultation au niveau régional et qu'il est au courant de ce qui se passe dans les bureaux des passeports. Merci Stéphanie. Il y a d'autres questions brûlantes dans le clavardage? Beaucoup demandent ce qu'il faut mettre dans la notification par courriel. L'interprète regrette, elle entend mal l'intervention. Je viens de mettre ça dans le clavardage. Oui, alors, votre nom, vous indiquez que vous voulez faire partie du grief collectif lié à la classification et votre lieu de travail, ça devrait suffire. Si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez le faire, mais voilà les éléments clés. On fera un suivi au cours des prochaines semaines et des prochains mois. On va recueillir des signatures, ça va prendre du temps, mais pour l'instant, une indication par courriel. La dernière fois qu'on a fait cela, lorsqu'on était acculé, nous avons recueilli plus de 360 signatures qui voulaient déposer un grief collectif auprès du même employeur et nous l'avons fait de cette façon. D'après la liste que j'ai vue, maintenant, je crois qu'on a environ 100 personnes qui ont manifesté un intérêt à faire partie de ce grief collectif quant à la classification. Et Stéphanie, je crois, a déjà aussi reçu 50 courriels. On espère que ce n'est pas les mêmes. Voilà la procédure que nous allons suivre et qui est plutôt efficace. Bon, alors là, je pense qu'on arrive à la période d'une heure. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Est-ce que quelqu'un... quelqu'un n'a pas éteint son micro? Elle est en sourdine. Greg? Oui. Je surveille le clavardage. Il y avait des questions de membres qui sont préoccupés. Ils pensaient que... Ils disent que... peut-être que c'est des gens qui partent, qui préfèrent cela, et on redoute des représailles. Des commentaires sur les droits à la négociation, et pour rassurer les membres, on leur dit qu'ils ne devraient pas avoir peur. Et quelle que soit la procédure des griefs, souvent les gens pensent que parce qu'ils se lèvent la question, ils s'exposent à des représailles. Et parfois, effectivement, c'est une préoccupation bien réelle.
selon les milieux de travail. Mais si vous pensez que vous subissez des représailles, adressez-vous à votre section locale. Ça aussi, ça peut faire partie d'un grief distinct. La procédure de grief quant à la classification, elle a fait l'objet d'une négociation entre l'employeur et le syndicat. Moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse à ces questions. Je n'ai jamais constaté que l'employeur exerçait des représailles de façon intentionnelle, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mauvaise foi. J'ai vu que l'employeur avait des comportements qui étaient illégaux. C'est la procédure en vertu de la convention collective qui doit être respectée par chacune des parties. Vous avez un droit de négociation. Donc, vous pouvez déposer un grief et s'il y a des représailles, adressez-vous à nous parce que on prend cela très au sérieux. Alors, merci d'avoir posé la question. Pour s'assurer que tout le monde est au courant, vous pouvez lever la main et désactiver votre micro et nous serons ravis de répondre à vos questions du mieux possible. Je crois que beaucoup de renseignements étaient très clairs, très concis à propos des délais, à propos de la procédure, de la façon dont on va procéder. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions ce soir. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à vous adresser à nous. Nous engageons à revenir vers vous aussi vite que possible. Oui, Nathalie. Je vois dans le clavardage, quelqu'un dit que pourquoi est-ce qu'on est sélectif à propos des questions posées? On n'est pas sélectif, on essaye de répondre à tout le monde. Et si on n'a pas répondu à votre question, vous pouvez la réécrire ou vous pouvez lever la main et on y répondra. Oui, si vous avez des questions, c'est maintenant, c'est le moment. Non, non, on n'est pas du tout sélectif. On se met à votre disposition pour répondre à toutes les questions si on en a le temps. Et si on n'a pas le temps, on va certainement faire un suivi pour répondre. Voilà pourquoi je vérifie le clavardage. Je vois Carole Marc. Carole Marc, oui. Bonjour tout le monde. Je voulais savoir. Tout ce processus de classification et la façon dont il compte les points. Si vraiment, il faut que ça soit contesté à la base. Oui, évidemment, on doit s'engager dans la procédure de grief, mais il faut que ça soit même plus profond. Ils doivent revoir tout le processus de classification parce que c'est injuste. Voilà pourquoi on aboutit toujours au même résultat. Je peux répondre à cela, Doug? Oui. C'est très frustrant. On nous dit que c'est très frustrant que l'employeur utilise un système très ancien pour classer les postes. Malheureusement, pour l'instant, l'employeur n'a que cet outil pour classer le poste. En parallèle, l'Alliance travaille avec le Conseil du Trésor pour tenter d'avoir de nouvelles normes de classification, mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est un processus à long terme et beaucoup d'entre vous vont prendre votre retraite avant que ce processus arrive à sa fin, parce qu'il est très long. J'utilise certains exemples pour expliquer pourquoi on utilise toujours ce système. Imaginez que vous êtes dans un pays où is like money, like a currency. So the currency. Oui, la monnaie peut se dévaluer,
Mais du moment qu'on a toujours cette monnaie, on peut seulement utiliser cette monnaie pour acheter des biens. C'est un petit peu semblable avec le système de classification. Tant que ce système de classification est en place, on est obligé de l'utiliser pour classer les postes en vertu des normes en vigueur. J'espère que c'est clair. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le faire. L'Alliance travaille activement avec l'employeur pour essayer d'actualiser ces normes de classification, mais c'est un processus de longue haleine. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, vous pouvez aller sur le site de l'Alliance, vous tapez OGS, vous verrez le processus. Et malheureusement, je sais que c'est un processus très long et pour l'instant, c'est le seul système que nous ayons pour classer les postes. Merci. Merci, Muriel. Je vois iPad d'Ariane. Oui, j'ai une réponse à cette question. Les normes qu'ils utilisent sont déjà une version actualisée des normes de mesure. Ils essayent d'utiliser une approche de gestion pour ce qui est des normes d'évaluation. Et la description de poste doit correspondre à ces normes d'évaluation. Alors, j'ai mis tout à l'heure dans le clavardage parce qu'on a déjà demandé ces normes d'évaluation auprès d'ATIB et on a un exemplaire de ces normes. Alors, si on dépose un grief, il faut que le grief inclue ces normes d'évaluation qui devraient être conformes à la classification de poste qu'on utilise. Merci de ce commentaire. Kettlevie au Carlo V. Carlo. Oui. On a demandé tout à l'heure dans le clavardage de cela. Et quelqu'un me l'a dit aussi dans mon bureau que il y avait, lors d'une ronde de négociation précédente, on avait évalué notre description de poste. Il y a une classification, mais qui a été refusée. Et là, on n'avait que 2 points d'écart. Et là, comme on procède à une nouvelle ronde de négociation, tout d'un coup, on a 15 points de distance. Alors, où est la logique? Je peux répondre. Mais je voulais juste dire que la dernière fois, on avait 285 points. Non, c'était la ronde avant celle de 285. Oui, je sais. Celle entre celle-ci, où nous sommes à 285, il y a 10 ans, en 2017, je crois, on était à 285. Ah, c'était la même chose. D'accord. Et je l'ai mentionné à l'employeur aussi, croyez-moi. Et le travail a augmenté. Oui. Nous le savons. Ira. Une question que j'ai vue dans le chat aussi, je me posais la même question d'ailleurs. Si nous aboutissons par une reclassification, est-ce que ça veut dire que nos gestionnaires aussi seront reclassifiés? Je peux répondre. Normalement, non. Ce n'est pas automatique. Disons que vous deveniez PM2, je pense que vos gestionnaires sont des PM3. L'employeur aura le droit de décider s'il va augmenter, enfin, peut-être pas augmenter, mais revoir la classification de vos gestionnaires. On a vu des endroits où l'employeur a maintenu le niveau des superviseurs, alors qu'à d'autres endroits, l'employeur a décidé de revoir le rôle des gestionnaires et a donc par la suite augmenté leur classification. Donc, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. D'accord, merci. George. Je voulais poser cette question. L'employeur nous a donné des comparaisons de normes de classification de 1990 comparées à celles de la description de tâches d'aujourd'hui. La description actuelle
n'atteint pas deux critères. Le premier étant la prise de décision et l'interprète n'a pas entendu l'autre. Alors, à moins que la description de tâches ne saisisse clairement l'ampleur des tâches, si nous militons, l'employeur ne peut-il pas simplement dire que l'interprète est désolé, mais le son est très mauvais, on entend très mal ce que dit Monsieur Georges. La description de tâches doit être mise à jour pour que la prise de décision et les connaissances nécessaires pour faire le travail soient bien résumées dans la description de tâches. C'est ma question. Merci, Georges. Alors, ce que vous dites est pertinent, en ce sens que oui, la classification est basée sur la description de tâches. La seule réserve que j'émettrais, c'est que nous terminons un processus d'examen, de révision de la description de tâches. Alors, les résultats de la classification que nous avons reçus, ceux sur lesquels Nathalie a travaillé, résultent d'une description de tâches qui a été mise à jour. Si nous décidons de refaire une nouvelle mise à jour de la description de tâches, nous allons devoir tout arrêter, revenir en arrière, refaire tout le processus de mise à jour de la description de tâches, encore une fois, avant de passer de revoir la classification. Comme je l'ai dit au début, les deux processus ne peuvent pas se dérouler en même temps. Si on ouvre le contenu de description de tâches, le grief de classification doit être suspendu. Maintenant que nous avons terminé un nouvel examen de la description de tâches, un des éléments qu'il faut garder en tête, que vous avez souligné, c'est quels éléments de la classification, sur quels éléments pouvons-nous nous concentrer pour optimiser nos chances de gagner l'argument pour la classification. Par exemple, vous avez mentionné que le savoir et la prise de décision, selon vous, ne sont pas pris en compte. Comme nous n'en sommes qu'à 15 points de différence, nous pouvons, si nous voulons, contester la question des connaissances ou seulement de la prise de décision pour qu'on ait des interventions précises lorsque nous allons faire notre présentation devant le comité de classification. Une chose qu'il faut garder en tête aussi, c'est que bien que vous pensiez que votre description de tâche n'est pas complète, la différence quand on fait un grief de classification, c'est qu'on peut présenter des preuves. Vous avez le droit de donner des exemples concrets du travail que vous faites. Ces exemples peuvent servir pour illustrer ce qui manque dans la description de tâches, vous permettant ainsi à soulever des points valides quand vous faites la reclassification. J'espère que c'est utile comme réponse. Merci, Muriel. C'est une réponse très détaillée pour expliquer la différence entre le contenu d'une description de tâche et la classification. Je regarde avec Raymond. Raymond, est-ce qu'on a d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu dans le clavardage? On répond à certaines d'entre elles maintenant et d'autres surviennent et c'est quelque chose que Muriel va pouvoir, auquel elle va pouvoir répondre à un moment donné au sujet des délais. Alors, quels sont les délais attendus pour ce processus? Quand nous aurons reçu tous vos courriels approuvant votre participation au grief, les griefs seront présentés à l'employeur. L'employeur, à son tour, va prendre le temps nécessaire pour établir si le grief est recevable. Une fois qu'il est recevable, ils contacteront la FPC. Ça peut varier, ça peut être une semaine, un mois, 3 mois. Il n'y a pas d'échéance précise indiquant quand l'employeur doit répondre à la FPC pour déclarer que le grief est recevable. Mais une fois que c'est approuvé, la FPC agira rapidement pour informer l'employeur que nous sommes prêts
à représenter nos membres et à lutter contre cette décision injuste. Lorsque nous informerons l'employeur que nous allons représenter les agents passeports dans un grief de classification, ça peut prendre jusqu'à 1 an avant qu'il ne nous donne une décision. Alors, grosso modo, 12 à 18 mois à partir d'aujourd'hui, grosso modo. Merci. Nathalie? Je voulais ajouter, personnellement, je veux être réaliste. J'ai vu l'employeur prendre des mois pour répondre à une seule partie du processus des 4 ans qui se sont écoulés depuis qu'on a amorcé ce processus. Je sais que c'est difficile. Je suis vraiment désolée pour vous et pour nous, mais il faut être patient. C'est difficile. J'ai une question et je n'ai pas la réponse. J'essaie d'encourager tous les membres qui pensent accepter les incitatifs pour la retraite anticipée à déposer des griefs. Si nous gagnons notre grief, est-ce que ça va être rétroactif? Ou est-ce qu'on peut demander la rétroactivité? Je peux répondre. Votre description de tâche actuelle est le 28 octobre 2024. Alors, la décision de classification sera rétroactive à cette date-là. Merci beaucoup. Il y a une bonne question dans le clavardage. Combien de fois avons-nous gagné un grief de reclassification? Est-ce qu'on a des chiffres? Oui. Les griefs de reclassification sont difficiles parce que c'est l'employeur qui revoit sa propre décision. Il y a, en gros, un taux de réussite de 20 à 30 % partout au gouvernement. Il existe un site Web où vous pouvez voir combien de griefs de classification, pas nécessairement combien ont été gagnés. Malheureusement, je ne sais pas si c'est l'attrition qui influe, mais dernièrement, on a vu beaucoup de rétrogradation. Alors, le taux de succès n'est pas élevé parce que c'est l'employeur qui revoit ses propres décisions, mais il y a quand même une possibilité de gagner des griefs de reclassification. Cookie. J'ai mis la question dans le chat. J'ai encore tous les sondages qui ont été menés, que l'employeur a envoyés. J'en ai je ne sais plus combien à mon ordinateur, sur mon ordinateur au travail. Est-ce qu'on pourrait utiliser les réponses des sondages auprès des agents de passeport en collaboration avec l'employeur pour établir une description de tâches qu'ils ont produites? J'ai l'impression que non, mais est-ce qu'ils peuvent utiliser cette information? Non. Non. J'ai tout envoyé. Oui, je sais. Non, on ne l'a pas utilisé. On ne pouvait pas l'utiliser. Nous avons utilisé ce que les agents de passeport choisis nous ont présenté. Et nous nous sommes assurés d'avoir une bonne représentation de chaque région, l'année d'expérience. Alors, non, la réponse en gros, en bref est non. D'accord, merci. Je regarde l'heure.
peut-être faire un petit tour de table. S'il y a des questions urgentes ou des commentaires que vous tenez à faire, est-ce qu'il y a des questions urgentes dans le clavardage auquel on n'a pas répondu? Pas que je vois, non. D'accord. Merci de veiller à ça. Courtney, vous m'entendez? Oui. J'étais la personne contact pour la région de l'Atlantique pour la collecte de l'information de tous les agents. J'ai travaillé essentiellement avec Manon et Gail. Un des points qui m'a été signalé, notamment il y avait la cote de sécurité. Il me semble que rien de ce qu'on en a fourni n'a changé par rapport à la description de tâches précédentes. Même la cote de sécurité, est-ce qu'il y a une raison pourquoi, à tout le moins ça n'a pas été mis à jour? Je pensais que tous les agents avaient des cotes secrètes ou confidentielles. Et on parle de fiabilité. Nous avons la même cote que les CSO. Nous créons des dossiers. Non, je peux mettre à jour ma cote de sécurité après. Je peux faire une mise à jour de ma cote après 10 ans en février. Nous avons maintenant fiabilité améliorée. Les seuls qui peuvent avoir une meilleure cote sont ceux qui travaillent la fin de semaine. Oui, parce qu'ils doivent avoir accès à la production. L'interprète est désolé, quand deux personnes parlent en même temps, il est impossible d'interpréter. Bon, alors nous soulignons certains passeports, nous mettons en relief certains passeports et c'est pour ça qu'on a une cote un peu supérieure. Mais ce n'est pas la même chose pour tous les agents? Non. Nous avons 3 bureaux de la région de l'Ontario. Ce sont des bureaux de passeport qui n'impriment pas. En fait, 5 bureaux qui vont commencer en février, une fois que les 2 autres bureaux consolidés vont être ouverts. Donc, 5 ne vont pas imprimer les passeports. Ils ont dû nous grouper ensemble, partager des bureaux. Oui. Alors, pourquoi est-ce que l'éventail de nos cotes dans les descriptions ne vont pas de fiabilité à secret amélioré? Et on ne parle que de fiabilité et secret. Ils ne mettent que les cotes les plus basses pour la description de tâches. Pourquoi? Je ne sais pas. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Des membres dans l'auditoire ou de nos présentateurs? Questions ou commentaires? Je vais essayer de résumer. Premièrement, comme Marielle l'a dit, le processus de classification n'inclut pas un arbitre neutre. Nous devons nous confier à l'employeur. Nous sommes à 15 points de différence pour la classification. La date de... Si on est reclassifié, ça va remonter au 28 octobre 2024. Nous avons jusqu'au lundi 27 juillet pour déposer 4 griefs de groupe pour la reclassification. L'employeur sait qu'ils s'en viennent. Nous travaillons avec le service de reclassification de la FPC pour déposer les griefs au plus tard vendredi après-midi. Il importe que les membres affectés qui veulent faire partie des griefs envoient un courriel, si vous ne l'avez pas déjà fait, pour participer à ce grief. Envoyez-le à Infoligne. Alors, ce sont les éléments clés. Au niveau de la procédure, nous allons déposer 3 des 4 griefs en suspens pendant que nous étudions le 4e. Marianne a parlé en détail, Muriel a parlé en détail du processus de classification et de la différence entre le contenu de la description de tâches. Et je voulais rappeler qu'il y a déjà un examen
du contenu de la description de tâches, la liste, le processus de classification. Ce processus de classification nous permet de présenter des éléments dans l'espoir de faire reclassifier à la hausse nos postes. Autre chose, Nathalie, Stéphanie? Muriel? Je vais ajouter quelque chose. La dernière fois, en 2017, je n'ai pas participé comme cette fois-ci. Et je vois les questions et les commentaires dans le clavardage. Je comprends toutes les questions, je comprends la frustration. Ma participation cette fois me permet de dire que nous avons fait de notre mieux, évidemment. Je pense que le processus de reclassification revu par l'employeur et les griefs et tout ça, enfin, ils vont le revoir. C'est ce qui ne nous aide pas. Je comprends que lorsqu'on regarde une description de tâche, on ne va jamais satisfaire à tout le monde. Mais c'est le mieux qu'on puisse faire. Et je le répète, Manon a travaillé très fort. Elle n'est plus là, mais elle a beaucoup fait, elle nous a beaucoup aidés. Nous n'étions pas seuls dans le processus. Et Doug l'a remplacé après. Il nous a aussi donné beaucoup de soutien. Je sais qu'Éric a dû quitter, je pense. Et oui, je vois que Nathalie hoche de la tête, donc il n'est plus avec nous ici. Mais je voulais le remercier pour ses commentaires aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vois quelque chose dans le clavardage. Je ne veux pas rater l'occasion de donner la parole à Raymond une dernière fois. Est-ce qu'il y a autre chose? Pas que je vois. Ce sont des commentaires. Non. Bon, ben, merci à tous pour votre temps. Je rappelle que le SEN et l'Alliance prennent ça très au sérieux. Nous sommes ici pour les membres. Nous suivons le processus de grief de la Convention collective et je remercie tous les participants, tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui étaient ici, qui ont présenté ce soir. Merci à tout le monde. Merci. Merci à tous. Bonsoir à tous.